démonétisation de la CENI au centre de cette émission Masolo avec notre invité Gandhi Kassede Okabo qui est politiste. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va. Le président de la République venait récemment de recevoir les évêques catholiques et juste avant la mission d'apaisement qu'ont eu différentes institutions avec les évêques notamment et le CC. Qu'en pensez-vous? Moi je pense que c'est la victoire de l'intelligence, c'est la victoire des gens qui ont comme souci de pouvoir faire en sorte que ce pays vive dans l'apaisement, qu'on puisse avancer au lieu de rester à tourner en rond ou comme le serpent qui se mord la queue. C'était un peu la situation peu avant qu'il y ait cette rencontre où on avait dit qu'il fallait que les confessions religieuses choisissent un responsable pour la CENI. Il s'est avéré qu'ils étaient au nombre de 8. Il fallait le faire et y arriver par consensus. N'étant pas arrivé au consensus, il fallait passer par le vote, tel que c'était prévu par leur charte. Le vote a fait que six confessions religieuses avaient fait le choix des Kadima et que les deux autres confessions religieuses, c'est-à-dire les protestants et les catholiques, refusaient cette façon de faire ce choix. Il y a eu un combat là-dessus au niveau des verbes, etc., des menaces. Mais finalement, la raison a triomphé. Moi, je pense qu'il faut applaudir de deux mains cette démarche des catholiques et des protestants. Au moins, on sait que c'est un rempart important dans notre vie sociale ici, dans ce pays. On a besoin des catholiques, on a besoin des protestants, autant que des autres églises. Mais je pense que la base même, côté religieux, c'est les deux confessions. Maintenant qu'ils ont enterré leur hache de guerre, on ne peut qu'applaudir. Non, c'est une façon de parler. J'aurais pu dire, pour ne pas que les gens interprètent mal, ils ont fumé le calumet de la paix. Je pense que ça à applaudir. Au centre de cette rencontre, il y avait 3 points. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il y avait le dossier état de siège, il y a eu l'insécurité dans l'est du pays. Mais d'après vous, comment éradiquer cette insécurité au même moment les groupes armés qui écument l'est du pays? Moi, je pense que le problème ne vient pas des rebelles d'aujourd'hui. Les rebelles d'aujourd'hui, ce n'est qu'une conséquence de la non-gestion ou de la mauvaise gestion de notre pays. Je dis bien pays, puisque je n'ai pas parlé d'État. Les rebelles ou les rébellions, on ne les connaît pas simplement aujourd'hui. On les a connus quelque temps après nos indépendances. Les rebelles écumaient tous les coins de l'Est là depuis des années et autres. Il s'avère que nous, on devient indépendants en héritant d'un État colonial. Mais il s'est avéré que nos premières autorités à l'indépendance n'ont pas pensé créer un État réel, qui ne soit pas une prolongation de l'État colonial, et créer un État réellement congolais avec des objectifs bien précis et remettre en cause plus ou moins le statut qui était le nôtre avant, le fonctionnement qui était le nôtre avant pendant la période coloniale. Il s'est avéré qu'on n'avait pas assez de gens formés pour pouvoir penser à ça. Nous avons eu entre autres quand même une personnalité dont beaucoup ne connaissent pas, mais qui a écrit un bouquin important qu'on peut lire encore aujourd'hui, La remise en question de Mabika Kalanda, qui ne parlait pas autre chose que de pouvoir réveiller nos autorités pour pouvoir choisir une voie et définir le rôle de l'État. Donc le manque, l'inexistence de l'État réel, puisqu'on avait un État, mais un État factice. L'inexistence de l'administration ou la continuité de l'administration a fait qu'on a failli. Notre État a failli, les différents gouvernements ont failli. Et il s'est avéré que des pans entiers de nos territoires n'étaient pas en fait gérés, administrés, puisque quand on dit l'administration, il y a la fonction publique, il y a la police, il y a l'armée, il y a le service des renseignements, il y a les hôpitaux, les écoles. Quand vous allez dans certains territoires où il y a manque de tous ces éléments-là, n'importe qui peut venir s'arroger le titre de gouverneur ou du moins président de tel parti de la région, etc.
c'est ce qu'on a vécu, etc. Donc il faut aujourd'hui, pour pouvoir mettre fin aux exactions que nous connaissons depuis un moment, c'est de voir, de réfléchir comment reconstruire l'État au travers la reconstruction de l'administration, qui soit une administration solide. Et aussi, et surtout, c'est donner les moyens. Il faut des moyens. Il faut qu'il y ait une armée de moyens humains avec un personnel plus important que ce que nous avons aujourd'hui. Il faut qu'on ait des militaires, des policiers mieux formés et mieux rémunérés pour au moins souhaiter à ce qu'il y ait une observation au quotidien, heure par heure, de tous nos territoires. S'il y a quelques individus qui veulent se rebeller ou autres qui viennent commettre des exactions, qu'on puisse mettre la main facilement. Mais aujourd'hui, tout est perdu. Je peux venir là où il y a quelques militaires ou quelques policiers soudoyés, ils me laissent passer sans savoir qui je suis, au niveau des frontières, etc. Donc il faut revenir à reformer les gens, à être des bons citoyens, mieux les rémunérer et nous armer, puisqu'aujourd'hui, sur le plan logistique, on n'a rien. On sait qu'on subit depuis 1988 l'embargo. On ne peut pas acheter des armes. Le peu d'armes que nous avons, c'est des armes que je peux dire de contrebande, achetées officieusement. Officiellement, on n'a pas droit. Le président, d'ailleurs, dernièrement, quand il est intervenu au niveau des Nations Unies, a évoqué ces cas-là de l'embargo, en disant il faut qu'on mette fin à l'embargo, qu'on soit capable de nous acheter des hélicoptères, des drones, des trucs comme ça, pour pouvoir arriver à éradiquer cette guérilla, ces petits voyous, rebelles ou autres, qui sont à l'Est, qui ne font que du mal à ce pays, non seulement par des tueries, ça on sait évaluer le nombre de gens qu'on tue, mais on n'évalue pas ce que nous perdons sur le plan économique et financier, et sur le plan du développement. C'est très grave. Donc il faut vraiment revenir à la création d'une administration solide qui va concourir à ce que notre État ne soit pas simplement un État factice, mais qui devienne un État réel. Puisqu'on parle de l'Est, il y a également le dossier construction d'un village moderne que le Rwanda veut construire pour ceux de l'Est, à Goma. Vous en pensez quoi? D'après vous, est-ce que le président de la République devrait accepter cette offre ou la refuser carrément, la rejeter? La question ne se pose pas, paraît-il que le président a refusé. Paraît-il, il n'a même pas refusé. D'après, il y a deux sons de cloche. Il y a le premier son de cloche qui dit que le président a refusé. Il y a un autre son de cloche qui dit qu'il n'a jamais été question que le Rwanda vienne construire avec ses moyens ces villages modernes. Mais il était question simplement qu'ils viennent nous apporter leur technicité. Il y a des gens qui ont dit pourquoi aller demander au Rwanda, on pouvait demander au Sénégal, au Mali qui ont cette expérience. Moi je dis qu'on le veuille ou non, les Rwandais sont nos frères. Qu'il y ait des difficultés aujourd'hui sur le plan politique avec Kagame, c'est possible. Mais les Rwandais restent nos frères. Et ici à Kinshasa, de loin, on grossit trop le problème. Quand vous regardez de l'autre côté des frontières, au quotidien, il y a des Rwandais qui rentrent au pays. Au quotidien, il y a des Congolais qui vont aussi au Rwanda travailler. Il y a des mariages chaque mois ici entre Rwandais et Congolais. Il ne faut pas ne pas prendre ça en compte. On est obligé, ad vitam aeternam, donc à vie, de pouvoir vivre avec ces Rwandais comme on vivra ad vitam aeternam avec les Zambiens, les Angolais, les Congolais d'en face, etc. Il faut savoir maintenant, nous, analyser les choses dans le sens comment faire pour qu'on vive en bonne intelligence avec ses voisins rwandais, comment faire en sorte que Kagame ne puisse pas porter préjudice à notre pays. Mais quels que soient les cas, tout a une finalité, tout a une fin. Mobutu était l'homme fort de la région à une époque, soutenu par les mêmes qui soutiennent aujourd'hui Kagame. Mais Kagame n'est pas éternel. Travaillons pour l'avenir de l'après-Kagame. Ou si nous ne voulons pas penser à l'après-Kagame, pensons comment faire pour le ramener à la raison. Je pense que c'est beaucoup plus important que toutes les supputations que nous entendons au quotidien ici à Kinshasa. Il y en a qui attribuent la sécurité de l'Est au Rwanda. Ça, vous savez? Oui. Moi, en premier, c'est vrai. C'est bien de jeter de l'opprobre aux voisins, à celui qui vient de loin. Moi, j'ai dit, si on veut régler le problème congolais, d'abord il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre nous, Congolais. Quand on regarde nos matières premières qui sont vendues à l'Est,
de l'Est là pour le Rwanda, ce n'est pas les Rwandais qui viennent chercher directement ce produit, ce sont nos Congolais. Dans nos rébellions là, quel que soit le groupe des rebelles, en dehors du fait qu'il y ait des Ougandais, des Rwandais ou des Burundais, mais il y a aussi des Congolais dedans. Si déjà entre nous, on ne trouve pas cette unité, cette cohésion, on ne va pas rechercher la cohérence avec les voisins. D'abord nous. Quand aujourd'hui, moi je dis qu'aujourd'hui, par exemple, quand on regarde l'opposition ou ceux qui se disent résistants, au lieu réellement de se donner la main ensemble avec le pouvoir actuel, ce n'est pas pour faire en sorte que le président actuel devienne dictateur, mais pour regarder dans la même direction, à savoir l'intérêt du peuple. Tout ce qui touche l'intérêt national, l'intérêt du peuple, on doit ne pas sortir la hache de guerre. On peut ne pas être d'accord sur le plan politique sur d'autres domaines, mais dans le domaine de la sécurisation du peuple congolais, que ce soit l'insécurité qui sévit à l'Est, que ce soit l'insécurité alimentaire qui sévit un peu partout, même à Kinshasa, l'opposition, les résistants comme les gens du pouvoir devaient se donner la main pour trouver des solutions adéquates pour résoudre le problème qui se pose au quotidien à notre peuple. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas toujours pointer le voisin, pointer l'autre. On voit la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Regardons-nous en face et proposons des solutions congolaises avec un soutien de tous les Congolais pour l'essentiel, l'intérêt national d'abord. Contrairement au discours que j'entendais dans le passé, le nationalisme qui est une idéologie de l'aberration. On a vu les conséquences du nationalisme en Europe avec l'Allemagne d'Hitler. Moi, je préfère plutôt les gens qui parlent de patriotisme et qui défendent l'intérêt national. C'est beaucoup plus soutenable et positif. Notre point inscrit à l'ordre du jour de la rencontre du président de la République et des évêques. Ils ont parlé de l'éducation. Mais que faire pour que cette éducation-là, pour améliorer les conditions de vie des enseignants et aussi pour que la gratuité de l'enseignement soit effective dans notre pays? La gratuité de l'enseignement, de base, elle est effective. Sauf qu'il y a des balbutiements ici ou là. Il y a des problèmes, il ne faut pas les nier, qui se posent ici ou là. Moi, je pense que tel qu'on est parti, la gratuité est là, elle sera permanente. Mais ce qu'il faut, la question est bien posée, c'est comment trouver des moyens pour pérenniser cette gratuité. Faire en sorte aussi que ceux qui sont à la base de donner l'éducation à nos enfants, petits-enfants ou autres frères, soient des gens considérés, des gens qui vivent décemment. Puisqu'on sait que l'enseignant, c'est un des métiers importants. Ce sont eux qui forment tout le monde, qui forment des médecins, qui forment des ingénieurs, qui forment des politiques. Il faut faire en sorte de privilégier ce métier, comme on va le faire pour les médecins et autres. Comment le faire? C'est leur donner plus de moyens. C'est une aberration de comprendre que dans notre pays, un enseignant gagne 150, autour de 150 $, alors qu'un député gagne 15 000 $. C'est impensable. C'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Je peux donner l'exemple des entreprises. Le dernier salarié dans une entreprise qui se respecte il gagne un dixième de ce que gagne le directeur général. C'est de 1 à 10. Mais quand on compare à ce que gagne l'enseignant, qui n'est même pas le moins payé de l'administration, il y a des moins payés encore de huissiers. Touche 150 et puis les députés. Moi, j'ai dit, il faut arrêter cela. Pourquoi? On a un pays qui a des richesses comme nous, le Botswana. Au Botswana, presque tous les étudiants sont boursiers. Ça tourne au minimum à 150, autour de 150 $. Un enseignant touche 1300 $, pendant qu'un député touche autour de 1600, 1800 $. Voilà. Il n'y a pas de grand écart. Tandis que chez nous, on privilégie les députés, on oublie la masse importante de nos concitoyens qui sont les enseignants, les médecins, les militaires, les policiers et même les citoyens lambda. On devrait dans ce pays faire en sorte que le dernier salaire soit autour de 300 $. Et c'est possible. Pourquoi c'est possible? Vous voyez ce que les députés gagnent, vous voyez ce que les sénateurs gagnent, auxquels il faut rajouter les enveloppes de détournement qu'il y a eu depuis des années et des années, qui continuent encore. Tout cet argent bien géré dans le bon sens
ça aurait pu faire en sorte que les fonctionnaires gagnent bien leur vie, les enseignants gagnent autour de 500 $, voire plus. On aurait pu, si on organisait mieux le pays ici, être en capacité de payer même 20 $ ou 30 $ aux chômeurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on paye aux fonctionnaires qui travaillent, je ne sais pas, 22 jours dans le mois, c'est impensable. Ils ne peuvent pas vivre au-delà des 10 jours. S'ils ont payé le loyer, je ne sais même pas comment ils font, quelle gymnastique ils font pour vivre. Et c'est ce qui d'ailleurs favorise la corruption, puisqu'il y en a qui s'absentent jamais du boulot. Pourquoi ils s'absentent? C'est qu'il y a des tuyaux pour gagner leur vie autrement. Mais qui paye dans tout ça? Ce sont toujours le concitoyen. Je vais demander un document au niveau de la commune, au niveau d'un ministère, etc. Il faut soudoyer. Donc c'est la corruption élargie, même à la base, même au sein de la masse citoyenne. Pourquoi? Puisqu'il me faut le document. L'autre, il lui faut majorer son salaire par des moyens frauduleux. Mais il y a eu du travail. Le président actuel a du pain sur la planche. Hein. Il a vraiment du grain à moudre. Un autre problème lié à l'éducation, c'est que les diplômes de la RDC ne sont pas toujours acceptés en dehors du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, pour renverser la donne? Mais je ne sais pas, c'est toute une question d'objectif. Qui on forme au niveau de l'université? Quand je pense qu'à l'université, ici, nous avons 20 cours par an. 20 cours par an. Mais quand on regarde dans les 20 cours-là, on n'est pas dans l'essentiel. On est éparpillé. Je donne l'exemple des universités où je suis passé, Paris 1, Sorbonne, ou Paris 2, Panthéon-Sorbonne. On avait 6 à 7 cours par an. On va à l'essentiel. Ben bien sûr, on va à l'essentiel pour donner du temps aux étudiants et aux enseignants de faire des recherches. Vous n'allez pas au cours comme ici. Ici, à l'université, vous allez au cours, les gens vont au cours comme s'ils étaient encore au secondaire, du matin jusqu'au soir. Ben, en Europe, notamment en France, dans les bonnes universités, vous avez des cours, ça vous prend 2 jours ou 3 jours. Le reste du temps, il faut aller faire des recherches personnelles. Pendant ce temps aussi, les enseignants font des recherches personnelles. C'est ce qui fait que les études là-bas, les gens apprennent. Ils ont un savoir réellement bien, ils ont une tête bien faite réellement. Tandis qu'ici, c'est livresque, il n'y a pas réellement d'expérience, il n'y a pas, même au niveau des travaux dirigés, ce qu'on appelle les travaux pratiques aussi par ailleurs, ils ne sont pas outillés, c'est un petit groupe de 20, 25, etc. Et il y a des stages, il y a un savoir et un savoir-faire important. Mais quand tu vois les gens qui font la médecine ici aussi, ils ont une vingtaine de cours. Mais ils ne vont pas à l'essentiel. Ils ne sont pas formés réellement dans le sens de l'évolution de la médecine. Comment voulez-vous que ces gens-là, quand ils vont en Europe, qu'on les prenne pour des médecins? Ils sont médecins, ils ont l'essentiel, mais il leur manque ils ont des déficits, comme nos juristes. Tout le monde ici peut être juriste. Tu verras tel maître avocat ou tel magistrat. Il est spécialiste en droit général. Il peut toucher l'économie, les affaires, etc. Non, là-bas, non, il y a des spécialités. Il y a le droit public, comme ici, le droit privé. Mais à l'intérieur, il y a des spécialités. On ne peut pas tout embrasser. En français, on le dit si bien, qui trop embrasse mal étreint. Ouais, donc, non. Il faut faire des études, se focaliser sur une base commune pendant 2 ans, par exemple, les études de droit. Le reste des temps, c'est déjà la spécialisation, plus ou moins, jusqu'à la licence, master, etc. Ils ont déjà pris des options. Et ils vont très loin au niveau des options, au niveau des recherches, etc. Ce qui n'est pas le cas ici. On survole. Quand on survole, voilà les résultats. Alors, le troisième point évoqué par le président de la République et les évêques, c'était le processus électoral. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y en a qui soutiennent Denis Kadima, il y en a qui le contestent, et de leur côté, le bloc patriotique demande justement, revendique la dépolitisation de la CENI. Je pense que c'est les gens qu'il faut inviter dans vos médias pour leur dire comment on peut dépolitiser la CENI. Quand on sait que il y a dans ce qui était prévu dans le fonctionnement de la CENI des représentants des partis politiques, il y a les représentants de la société civile, les représentants des confessions religieuses et autres. Et quand on regarde même les représentants de la société civile, on sait que la société civile n'est pas neutre.
Il y a dans la société civile des gens qui ont des partis pris pour tel ou tel groupe, tel ou tel parti. Donc il faut qu'ils nous démontrent la dépolitisation. Et c'est des faux problèmes qu'ils posent. Moi, je suis enchanté de savoir aujourd'hui que les confessions telles que l'Église catholique et protestante se sont réunies avec les gens du pouvoir actuel pour regarder devant nous, aller de l'avant, faire en sorte qu'il y ait des élections limpides, bien structurées, où il y a la transparence. Mais les élections ne se passent pas au niveau de la direction de la CENI, c'est-à-dire la présidente de la CENI. Les élections se passent d'abord par nous, notre choix de dépôt de bulletins, et ensuite, quand on va finir, fermer le bureau de vote, le dépouillement, il faut qu'il y ait des représentants, des candidats aux élections dans chaque bureau de vote, et puis à la fin des dépouillements, il faut qu'il y ait des PV contresignés par les différents partis présents. S'il y a contestation, il y a la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi on fait trop de bruit, trop de tapage sur Kadima? Kadima, c'est pas lui qui va faire les élections, c'est pas lui qui va choisir les députés. Ça a été certes ça dans le passé. C'est un faux problème. Dans le passé, c'était ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on risque d'être surpris d'avoir les premières élections, en dehors des élections qu'il y a eu vers les années 60, les premières élections limpides, transparentes, où les résultats seront des résultats transparents, même pour peu que le peuple, les représentants du peuple, des partis politiques soient dans les bureaux de vote pour pouvoir vérifier bulletin par bulletin et contresigner les PV. C'est là l'essentiel. Je pense que c'est dans cette direction que même les églises iront, puisqu'ils seront aussi observateurs dans chaque bureau de vote. C'est l'église catholique et protestante qui était sémée un peu partout dans la République. Nous sommes même dans des coins où il n'y a pas d'administration, il y a l'église est là. On aura besoin d'eux, pas en tant qu'observateurs, même sur le plan logistique. Donc les élections, dans le sens tel que prévu, dans le sens tel que soutenu aujourd'hui par les confessions religieuses, notamment les protestants et les catholiques, mais les gouvernements, je pense, on ira vers les élections acceptables, pourvu que toi, vous et moi, nous tous, nous puissions être à même de pouvoir surveiller chaque coin où il y a des élections, chaque bureau de vote. Et justement, parlant du bloc patriotique, le premier citoyen de la ville, Gentilly Gorilla, a évoqué la question de la personnalité juridique. Vous en avez entendu? Oui. Mais la personnalité juridique n'est autre que quoi? Non, peut s'associer de manière privée sans pour autant d'avoir une personnalité juridique, c'est-à-dire à savoir se faire connaître auprès de la justice, du ministère des Affaires sociales ou autre. C'est-à-dire pour qu'il y ait une personnalité juridique, une association doit aller se faire connaître auprès des autorités publiques. Mais n'ont-ils pas le droit de marcher sans cette personnalité? Ah, mais il faut qu'ils soient couverts. Ils peuvent marcher de manière spontanée, les citoyens. Non, oui, mais il faut être structuré dans le sens où s'il arrive qu'il y ait un pépin, il faut connaître la personne qui doit répondre. S'il y a des dégâts, s'il y a des trucs, il faut qu'il y ait une responsabilité qui soit engagée. S'il n'y a pas une personnalité juridique d'un groupe qui manifeste son mécontentement au nom d'eux, etc., s'ils n'ont pas de personnalité juridique, on ne saura pas à qui c'est fier, en fait. S'il y a des exactions, par exemple, il faut qu'on trouve un responsable. Parce que quand il y a des manifestations, certes, c'est à la police de pouvoir encadrer la manifestation, mais la police peut, disons, l'encadrement d'une manifestation se fait d'abord par les gens qui organisent cette manifestation, même s'il y a un paravent qui est la police, qui assure l'ordre public. L'actualité, c'est aussi la masculinité positive, la conférence qu'a animée le président de la République et qui a reçu 6 autres chefs de l'État. Ils ont parlé de comment mettre fin aux violences faites aux femmes. D'après vous, est-ce que cela peut être aussi dangereux? Oui, ça peut être possible, mais pas au niveau des chefs de l'État, ni au niveau de la justice. C'est vrai, on a besoin d'eux pour lancer les choses. On a besoin de la justice pour pouvoir faire que le droit soit respecté, les droits des uns et des autres. Mais on a besoin aussi de l'éducation. Quand je dis éducation, c'est à la fois l'instruction que nous avons dans les écoles, mais c'est aussi
l'éducation des parents à la base. Comment est-ce que les parents éduquent leurs enfants, garçons et filles? C'est là la base du comportement des uns des autres. Quand on sait par exemple que dans toutes les familles, surtout chez nous, en Europe c'est presque pareil, même s'il y a une évolution, il y a certaines tâches à la maison dévolues aux filles. Les garçons ne peuvent pas toucher les casseroles et autres. Même un garçon qui a 2 ou 3 ans de moins qu'une fille, il ne peut pas faire accomplir certaines tâches. Il faut que ce soit toujours la fille. Puisque la fille est formée déjà pour être une femme soumise, même si la Bible le dit. On peut ne pas être d'accord. Ben, une femme, c'est le complément de l'homme. On est complémentaire. Mais quand on voit au niveau de l'éducation, il n'y a pas cette complémentarité. Dans l'éducation, on éduque nos garçons pour être des chefs assis, les jambes croisées. S'ils ont été à l'école, ouvrir un journal en train de lire et regarder la télé en même temps. On ne sait pas s'ils lisent le journal ou s'ils regardent la télévision. Donc, c'est l'éducation des bases qui est primordiale. Il faut donner le moyen aux familles de bien éduquer leurs enfants, de différents sexes, donner le moyen à l'école pour qu'il y ait l'instruction qui suit et faire en sorte que sur le plan politique, que la femme soit considérée. On sait que sur le plan mondial, même chez nous, le nombre de femmes est beaucoup plus important que le nombre d'hommes. Mais quand on regarde au niveau de la direction des affaires, de direction politique, on ne trouve que des hommes qui... les femmes sont obligées de se battre ou de se contenter des petits cadeaux qu'on leur donne, etc. Donc ça pose un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème des chefs d'État. Ils ont bien fait de sortir le problème au grand jour, mais il faut qu'ils donnent aussi les moyens aux structures qui sont capables de pouvoir assumer et assurer cette éducation. Récemment, des voix se sont levées pour parler contre le dossier Odor. Il y a également eu le dossier Carte Visa et aussi le dossier RAM. Votre commentaire à ce sujet? D'abord, je vais liquider le problème RAM, que je souhaite d'ailleurs qu'il soit liquidé aussi, dans le vrai sens du mot. Puisque le peuple rame. Ramer, c'est ça, c'est endurer. En français, quand on dit « je suis en train de ramer », je suis en train d'endurer. Le peuple est en train de ramer, d'endurer par rapport à ce rame. Il y a des gens qui ne touchent pas 5 000 francs par jour, qui sont à moins de 5 000 francs par jour. Quand cette personne achète ses unités pour pouvoir communiquer, pour pouvoir, et que le RAM vienne chaque semaine ou chaque mois retirer de l'argent, ça fait du mal. Ils n'ont pas déjà assez. L'argent qu'ils retirent là, il y a des gens qui vivent de ça pour acheter du pain. Kanga journée. Ils appellent ça Kanga journée. Ouais. Mais quand on a retiré ça, il a déjà dépensé des sous pour acheter des trucs. Il est obligé de les racheter encore des unités. Le Kanga journée, là, il va demander la moitié au lieu de prendre un Kanga journée entier. Donc ça pose un problème. C'est mal expliqué et puis ce n'était pas le moment d'instituer ça. Il y a d'autres organismes qui peuvent payer à la place de ce peuple-là. Comme par exemple les sociétés de téléphonie qui font de 100%, puisqu'ils n'ont pas de pertes. Allez voir ces mêmes sociétés en Europe. Il y a des gens qui prennent des abonnements qui ne les payent pas. Il y a des pertes. Et ici, il n'y a pas d'abonnement. C'est-à-dire que tu consommes ce que tu as payé. Tu n'as pas l'abonnement, tu ne consommes pas pour payer après. En Europe, on consomme, on paye après. Ici, tu payes d'abord avant de consommer. Donc, ce qui fait que ces sociétés-là, ils peuvent avoir des fondations, ils peuvent faire des cadeaux aux écoles et autres. Mais c'est avec l'argent de ce même peuple, puisqu'ils ont des bénéfices au-delà de ce qu'ils devraient toucher. Moi, je pense qu'il faut faire payer ces entreprises, il faut faire en sorte qu'il y ait d'autres taxes ailleurs. On peut regarder des sociétés minières. Qu'est-ce qu'ils donnent à l'État? Pas grand-chose. Si on les taxait un peu plus, je pense qu'on n'aurait pas besoin d'aller venir taxer les citoyens au niveau du RAM. Ça pose un problème. Ça, une fois parlé du RAM, pour le reste, pour ce qui est de... D'ailleurs, c'est un bon cheminement quand on parle des cartes Visa. Comment voulez-vous qu'il y ait des gens qui travaillent, qui ne travaillent pas, même s'ils travaillaient, avoir une carte Visa où ils pouvaient retirer chaque mois 50 000 $? Mais ça pose un problème. Même s'ils sont en 100 ou 200, essayez de totaliser la somme. Cet argent ne pouvait pas aider l'État à faire autre chose, à aider les démunis et à majorer, à tantiner les salaires de quelques policiers ou autres, etc. Rajouter à cela
la question que vous m'aviez posée aussi, entre autres, par rapport à Hold Up. On a la somme de 138 milliards. C'est le sommet de l'iceberg. On n'a pas encore regardé, gratté l'intérieur. Il doit y avoir plusieurs millions qui vont tendre même vers les milliards. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui était méconnu de Congolais et que c'est nouveau. Ce problème était déjà lancé sur le marché par un certain Jacques Lumumba vers 2016 en tant qu'aviseur. Il a même fui puisqu'il travaillait même à la BGFI Bank. Il était là dedans, il a vécu les choses. Il est parti avec un certain nombre de documents, sans compter d'autres personnalités ou d'autres personnes qui ont eu des éléments. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que pour les Congolais, BGFI Bank, c'est une banque gabonaise. Certes, il y a des actions, la famille Kabila, à quel pourcentage, je ne sais pas, ils ont des actions là-dedans. Mais ce qu'ils oubliaient, qu'ils ont mis les pieds là, il ne fallait pas mettre. Étant une banque gabonaise, pour moi, c'est une banque française, puisque la France contrôle tous les trésors des pays anciennement colonisés par la France. Tous les pays des CFA sont contrôlés sur le plan financier. À savoir, ils peuvent vendre du pétrole, ils peuvent vous gagner de l'argent dans quelque secteur que ce soit. Cet argent passe d'abord par le trésor français, qui reverse à ces pays en premier lieu 65%. Les restes, c'est négocié d'un État à autre par rapport à la France. Donc le fait d'être au niveau de la BGFI Bank, la France est surveillée. Ça ne m'étonne pas que ce soit un journal français, le premier à pouvoir aller plus loin que Jacques Lumumba, Mediapart. Bon, vous savez, c'est un média en France qui a sorti pas mal de problèmes qui ont été en fait récupérés par la justice. Il y a des gens qui ont été jugés grâce à excusez-moi, Mediapart, notamment des anciens chefs de l'État, le président de la République en France, qui ont été jugés par le fait d'avoir eu de l'argent de manière insidieuse, pas officielle, etc. Donc, il faut suivre ces dossiers-là, surtout vous les médias, ne pas prendre ça comme beaucoup de politiques disent « Oh non, on est contre Kabila ». Non, ce n'est pas Kabila qui est visé. Ce qui est visé, c'est des malversations. C'est l'argent qui peut aider le peuple congolais. C'est l'argent du peuple congolais. Que ce soit X ou Y qui ait pris cet argent, il faut aller dans les détails pour comprendre ce mécanisme et arriver à mettre hors d'état de nuire ce genre de comportement, même pour le régime qui est en place aujourd'hui. Vous venez de parler de l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais et vous avez dernièrement suivi les débats à l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabunda a parlé de la réduction du train de vie des institutions et la même chose a été relayée par l'élu de Luisa qui lui propose la réduction des effectifs des membres du cabinet du président de la République. D'après lui, ils doivent passer de 1018 membres à 250 membres parce que déjà en 2021, les institutions nationales ont bouffé 242 millions. Et donc, si cette réduction-là était effective, le pays bénéficierait de 100 millions de dollars en économie et seule la présidence a utilisé 47%, soit 114 millions de dollars américains. Vous en pensez quoi? Au niveau des chiffres, je ne veux pas m'hasarder à faire tous les chiffres. Ils sont en 1000 et quelques. Moi, je pense qu'on peut réduire de moitié dans un premier temps. Non seulement réduire l'effectif de moitié, mais on peut aussi réduire leur salaire. On arrivera presque à la même comptabilité que M. Sessanga, puisque la présidence a besoin quand même des têtes, des collèges, des conseillers qui étudient les dossiers. C'est important. Ce n'est pas avec 200 individus qu'une présidence peut mieux fonctionner. On peut réduire de moitié et réduire aussi peut-être du tiers leur salaire pour arriver à équilibrer les choses au niveau de la présidence. Mais moi, mon cheval de bataille, c'est surtout le gouvernement, la taille du gouvernement. On a plusieurs secteurs qu'on est en train, où on a des ministères, des ministres. Moi, je pense qu'on réduirait autour de 22-25 ministères en concentrant l'essentiel par rapport aux objectifs qui sont les nôtres. Je prends l'exemple, par exemple, de l'éducation nationale. Au lieu d'avoir 3 ministères,
ministère de l'enseignement EPST, enseignement technique, enseignement supérieur. On peut avoir un seul ministère avec ces trois ministères-là, auxquels il faut rajouter jeunesse et sport. Ça ferait 5 ministères, je crois, en un seul bloc. Puisque l'éducation de nos enfants ne devrait pas simplement se limiter à l'éducation classique. Il doit être aussi une éducation sportive. Comme disaient les anciens, un corps sain dans une âme saine. C'est-à-dire qu'il faut équilibrer entre tout ce qui est de l'esprit, l'enseignement de l'esprit, mais aussi l'enseignement physique, pour équilibrer nos enfants. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit un gros ministère de l'éducation nationale qui sera un des moteurs, un des objectifs. Puisque demain, si on veut se développer, ce n'est pas l'enseignement. Eh bien, il faut mettre le moyen au niveau de l'enseignement. On devrait approcher les 20% de notre budget pour ce groupe-là, je viens de citer. Qu'est-ce qui empêche de mettre le ministère de la Santé avec les affaires sociales et autres? Puisque la santé des citoyens, ce n'est pas seulement l'effet biologique, c'est l'effet aussi du côté social, etc. On peut regrouper les ministères de la fonction publique et du travail, etc. On peut arriver à 25 ministères, en gros, vraiment efficaces, et réduire aussi, par l'effet de la numérisation de l'administration, réduire le nombre du personnel. Quand on réduit, donc, on va faire le mondage de l'effectif de l'administration, faire ce qu'on appelle par ailleurs le plan social. À cela, donner les moyens à ceux qui vont partir volontairement, ou ceux qu'on fera partir à la retraite, etc., leur donner des enveloppes conséquentes qu'ils puissent monter une affaire privée, seul ou en petit groupe. On va pousser les gens à être des acteurs de leur vie sur le plan économique, etc. Si on arrive on n'a pas le temps, je pourrais rentrer dans les détails. On n'a pas le temps. Si le Premier ministre veut, on peut discuter gratuitement. Je ne vais pas lui demander à ce qu'il me paye. Je peux lui donner le schéma pour le bien de l'avenir de notre pays. On peut faire des économies énormes. Et ces économies-là peuvent financer l'enseignement, financer la santé. Moi, j'appuie et j'applaudis ce que Sessang avait dit, j'appuie ce que Jean-Marc Aboud a dit. Et si vous regardez les anciennes émissions, il y a 2 ans, d'une télévision nationale ici, dans une des émissions que vous devez connaître, Forum des médias, vous verrez que certains d'entre nous, surtout moi, je ne cessais de parler non seulement de la réduction du train de vie de l'État, avec la diminution du nombre de ministères, on parlait aussi de diminution au niveau des salaires, qui n'est pas beaucoup d'écart. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut supprimer le Sénat, mais je dirais qu'il faut réduire aussi le nombre de députés, qui est 2 députés par territoire. Ça nous fera 145 territoires, ça nous fera 290 députés. Donc ça réduira. Petit à petit, on peut faire des économies ici ou là, etc. et gagner des moyens pour pouvoir financer les secteurs les plus importants que sont l'enseignement et la santé. Donc, merci d'avoir été notre aujourd'hui. Merci bien. Merci aussi à vous tous qui avez suivi les